Chers amis, chers collègues, merci pour votre invitation à ce congrès national et merci tout particulièrement à Khaïl Nelly pour sa patience à mon égard dans l'organisation de cette réunion. Alors, le sujet dont on va aborder, alors je n'ai pas annoncé, voilà, concerne les applications de médecine nucléaire dans le cancer de la prostate. Et donc vous savez que c'est typiquement un domaine avec de nombreuses interactions depuis toujours. Et là, j'ai retrouvé une image qui date des années 70, des prémices de la scintigraphie osseuse, puis à l'inverse, des images de PSMA lutécium correspondaient à des applications tout à fait récentes. Donc c'est typiquement un des domaines de la médecine nucléaire, il y a tout un tas de choses à faire. C'est un peu comme comparable à la thyroïde ou aux tumeurs neuroendocrines. Voilà. Donc, donc j'ai prévu un certain nombre de questions le long de ma présentation, un peu pour animer un peu tout ça. Alors, selon vous, les applications de la médecine nucléaire dans le cancer de la prostate concernent essentiellement, donc, 3 affirmations, donc l'évaluation des traitements systémiques, l'évaluation de la réponse au traitement, les récidives, ce qu'on appelle les récidives biochimiques, encore appelées les récidives occultes, c'est qu'on a un PSA élevé, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, et enfin, le bilan d'extension de la maladie. Voilà, donc maintenant, si vous avez une idée là-dessus. Donc, en fait, l'application la plus importante, entre guillemets, concerne ces situations de récidive biochimique, où en fait, le but n'est pas même du tout de confirmer la récidive, parce que cette récidive, elle est avérée avec le PSA élevé, mais de rechercher d'où vient ce PSA élevé, si possible, pour pouvoir, si possible, découvrir une lésion ou des lésions accessibles à un geste local. Donc ça peut être l'irradiation d'une lésion osseuse ou d'un ganglion, ça peut être certains gestes de radiologie interventionnelle ou l'exérèse d'un ganglion. Donc les 2 autres applications, en fait, j'ai mis faux, mais c'est vrai qu'on fait, pour ce qui me concerne, assez régulièrement, j'ai des patients qui me sont adressés pour réévaluation des patients qui sont en cours notamment en cours de chimiothérapie, pour essayer de savoir un peu où on en est. Bon, alors la valeur exacte de ces réévaluations par rapport à l'évolution du PSA est pas vraiment avérée. Et enfin, le bilan d'extension de la maladie, on en dira un mot tout à l'heure, mais en tout cas en France, ce n'est pas une application courante. Juste un rappel, quels sont, j'ai mis SONT, les critères de récidive biochimique dans la carcinome de prostate. Alors, est-ce qu'il faut en routine 2 dosages à 1 mois d'intervalle? Est-ce que c'est une pratique courante? Est-ce que c'est les critères lors de la récidive, est-ce qu'ils dépendent en fait du taux initial de PSA lors de la prise en charge initiale? Le seuil, est-ce que le seuil de 0,2 vous paraît correct pour les patients qui ont fait l'objet d'une prostatectomie radicale? Et enfin, pour les patients ayant fait l'objet d'une radiothérapie, un seuil du nadir, c'est-à-dire le taux le plus bas à l'issue de la radiothérapie, plus 0,5. Donc en fait, les choses vraies sont les seuils de 0,2 pour les patients qui ont fait l'objet d'une prostatectomie, et en fait, non pas de 0,5, mais de 2 plus ce nadir pour les patients ayant été irradiés. 2 dosages, ça se fait couramment dans les essais cliniques, mais pas dans la routine, et ils ne dépendent pas du tout, bien sûr. Le seuil pour la récidive n'a rien à voir avec le taux initial de PSA. Une question encore pour introduire tout ça, une question un peu d'ordre général, pour remettre les choses en place. Quelles sont les explorations en pratique en présence d'une récidive biochimique de cancer de prostate?
Donc là, vous voyez, j'ai mis un peu tout ce qui existait, le scanner, l'IRM corps entier, les IRM de diffusion, le TEP gallium PSMA, la ceinture osseuse, l'IRM de prostate multiparamétrique et le TEP TEP choline. Bon, ça fait un peu beaucoup de choses. En fait, actuellement, donc, en gros, on a remplacé ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire la succession IRM, scintille osseuse et scanner, par l'IRM multiparamétrique de prostate et le TEP choline. Alors, le TEP choline en France, en Allemagne, c'est probablement d'emblée, ou en Australie, le TEP PSA. Alors, qu'en est-il de nos TEP, de ce TEP choline qui maintenant, alors tout le monde n'a pas encore accès, mais qui existe depuis une quinzaine d'années. En fait, c'est une petite molécule, la choline, un acide aminé, marqué, pour ceux qui ont de la chance, avec du carbone. L'intérêt du carbone étant un des intérêts, une élimination urinaire moindre qu'avec le fluor. Et donc cette choline, on va la retrouver dans les membranes cellulaires des cellules tumorales. Alors, mécanisme de fixation, et puis ensuite, dans nos applications, la deuxième question qui se pose, c'est qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce qui conditionne le fait que notre examen sera, non pas tellement la fixation du traceur, mais qu'est-ce qui va conditionner la positivité de l'examen. Dans le cas de la choline, ce qui est tout à fait important, c'est à la fois le taux de PSA, c'est-à-dire la valeur absolue du taux de PSA, et la dynamique de l'évolution de ce PSA. Pour ce qui est du taux de PSA, vous voyez qu'on a des taux de détection en choline extrêmement variables, 73% enfin, dans cette étude, pour des taux supérieurs à 3, 36% pour des taux inférieurs à 1. La dynamique, donc c'est à la fois la vélocité, on parle peut-être un peu moins de vélocité, mais surtout de temps de doublement, c'est la colonne de droite. Et vous voyez, lorsque vous avez un temps de doublement, c'est-à-dire une évolution lente de plus de 6 mois, vous avez 20% de TEP positifs contre 60 si vous avez un doublement inférieur ou égal à 2 mois. Donc c'est la première question qu'on se pose dans ces situations lorsqu'on vous parle d'un patient qui est une cible chimique, c'est de savoir quelle est la façon dont évolue son taux de PSA. Alors ensuite, on discute toujours parfois de ces histoires de seuil. Est-ce qu'il y a un seuil est-ce qu'il faut un seuil minimum pour réaliser un TEP choline? À un moment, on parlait de 2, ensuite on a parlé de 1, ainsi de suite. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut qu'on trouve un compromis. Si on fait des examens, si en avant on attend que le TEP soit élevé, ben, finalement notre examen ne sert plus à grand chose, parce que ce qu'on cherche encore une fois, c'est une maladie localisée, donc il ne faut pas tarder. Et à l'inverse, si on fait des patients avec des taux de PSA très bas, on ne trouvera jamais rien. Et encore une fois, en marge de saut de PSA, il faut considérer non pas à la place, mais en parallèle la cinétique du PSA. C'est-à-dire qu'on a un PSA à 0,5, mais qu'un temps de doublement de 3 mois, c'est certainement licite de faire un TEP choline. On voit, alors c'est un peu difficile d'être interactif sur ces images, mais j'ai ici un certain nombre d'exemples qu'on va commenter ensemble. Voilà une situation tout à fait classique, prostatectomie radicale. Alors j'ai pas dit quand, mais et pour le coup, c'est un scanner ici qui avait fait montrer cette image ganglionnaire iliaque interne. Voilà, j'ai trouvé ma souris, iliaque interne droite, tout à fait, pour le coup, tout à fait clair, avec une fixation de la choline tout à fait claire. On remarque ici, en contralatéral, alors on a que le plan axial, mais il s'agit de l'urtère. Alors l'urtère, c'est une des premières difficultés qu'on a, puisqu'on a vu, contrairement au TEP carbonance, la choline carbonance, la choline fluor s'élimine dans les urines.
mais en principe, on arrive à bien s'en sortir en suivant l'urtère et surtout en considérant également les coupes dans un plan coronal. Donc ça pose pas trop de difficultés. Donc voilà pour cette image. Et vous remarquez pour le coup, alors j'ai pas le temps de doublement, mais on a pour moi un bel examen entre guillemets. Malheureusement, tous les TEP choline ne sont pas comme ça. Pour un PSA quand même vraiment bas, inhabituellement bas pour la choline. Un patient qui est à la fois une prostatectomie puis une radiothérapie de rattrapage avec un PSA 1.8 3 ans plus tard. Et là, vous voyez, c'est pas les localisations les plus fréquentes. Les localisations les plus fréquentes des ganglions concernent les aires iliaques. L'ensemble iliaque externe, iliaque interne, iliaque primitif. Également dans ces zones-là, à hauteur des bifurcations iliaques. Mais on a effectivement, de façon non rare, des lésions en présacré, des lésions pararectales. Et puis bien sûr, parfois des lésions plus situées en rétropéritonéale. Un PSA 1.3, inhabituel ici d'avoir une lésion osseuse qu'on aurait probablement vu si on avait fait une scintigraphie osseuse. Mais vous voyez, vous savez que volontiers, on dit que ça ne sert à rien de faire un taux de une scintille osseuse pour des PSA inférieurs à 10, mais vous voyez ici, c'est encore une exception. Un ganglion iliaque externe qu'on voit tout à fait bien, qui aurait probablement été considéré comme banal en IRM ou sur un scanner, qu'un PSA 2. Ce patient a été opéré. Alors j'imagine que ce n'est pas forcément évident de repérer ce petit ganglion. Toujours est-il qu'ils l'ont enlevé, ce qui a confirmé la nature du ganglion. Et on a pu vérifier ça également par normalisation par normalisation du taux de PSA. Un autre point, on a vu tout à l'heure, alors je m'excuse, je regarde la minuterie parce que j'ai plus de minuterie. Bon, je ne sais pas. Un autre point en marge des surterres qui pose problème dans l'interprétation, qui peut poser problème dans l'interprétation de ces examens, c'est le fait que la prostate est par définition juste, ou la loge de prostatectomie juste en dessous de la vessie, et qu'on peut être gêné par l'activité contenue dans la vessie. Alors il y a deux façons de faire pour s'affranchir de ce problème. La première, c'est de faire une acquisition précoce en mode liste. On démarre l'acquisition immédiatement avant l'injection de la choline. Il faut savoir que l'excrétion urinaire de la choline, le début d'excrétion est extrêmement rapide. C'est-à-dire dans les 2-3 premières minutes, on peut avoir de l'activité dans la vessie. Donc ça permet de se mettre avant ce début d'expression. Et s'il y a quelque chose au niveau de l'aire prostatique, à ce moment-là, c'est forcément que ça n'a rien à voir avec l'élimination urinaire du traceur. Et la deuxième façon de faire qui marche bien, et ce qu'on fait actuellement uniquement, c'est dans le service, c'est de reprendre le patient un peu plus tardivement, voire en laissant passer un autre patient. Et vous voyez ici sur l'image de haut, on a une accumulation typiquement dans ce qui était supposé dans les cônes de résection chez les patients qui ont une résection endorétrale. Vous voyez qu'une activité qui, dans cette situation, est typiquement médiane, immédiatement sous-vésicale, et souvent sur le scanner, vous avez cette hypodensité correspondant à l'activité liquide, enfin le fait que c'est liquidien. En fait, c'est pas toujours comme ça, donc des fois c'est pas évident. Et on fait une acquisition tardive, et vous voyez ici qu'on a complètement lavé entre guillemets ce qui était une accumulation d'activité banale et non pas une éventuelle localisation tumorale.
Là, pour le coup, une récidive locale, avec à côté quelque chose qui est une lésion calcifiée, a priori bénigne. Un patient qui a été radiothérapié, un PSA 5, deux localisations. Donc, vous voyez encore une localisation ici qui est plutôt iliaque interne pararectale et une localisation osseuse pour laquelle j'ai mis cette vignette ici pour montrer que c'est une lésion lithique. Donc, les métastases de prostate sont typiquement, et dans la grande majorité des cas, condensantes, mais on a de temps en temps probablement en début d'évolution des lésions lithiques. Un autre patient où là encore, on a, vous voyez qu'on a quand même fréquemment ces mêmes localisations, iliaque interne pour la récidive ganglionnaire et une petite lésion sur l'aile iliaque gauche. Un patient, là j'ai rajouté le MIP à côté. Le MIP, c'est tout à fait intéressant parce qu'on arrive, dans mon expérience personnelle, je trouve qu'on arrive très fréquemment à voir ce qu'il faut voir déjà sur les images MIP. Là, vous avez à la fois une récidive locale au niveau de la prostate et un ganglion iliaque primitif gauche. Alors, une autre question, deux affirmations, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? La première, c'est concernant la prostate, la choline, l'accumulation de la choline est une spécificité des cellules tumorales, est-ce que c'est vrai ou pas? Et la deuxième chose, est-ce que, comme on le pense fréquemment, la choline est bien spécifique du cancer de prostate et permettant par exemple chez un patient chez qui vous avez un cancer de prostate, un cancer du rein, puis par exemple une lésion osseuse cervicale et vous posez la question de savoir si, parce que ça peut changer quelque chose sur la prise en charge, posez la question de savoir si la lésion est en relation avec la prostate ou avec le rein. Donc, on se dit, on n'a qu'à faire un TEP choline. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le premier point, c'est non, malheureusement, la choline n'est pas spécifique des cellules tumorales et on en a dans tout ce qui est inflammatoire. Là, j'ai mis typiquement des images médiastinales qu'on doit voir peut-être chez un patient sur 3 ou un patient sur 4. Donc, quand vous avez des images de ce type, plus ou moins symétriques, ce ne sont pas des... bon, déjà, c'est une localisation que ça n'a pas du tout attendu, mais à moins d'avoir vraiment une adénopathie qui sort du lot, ces images sont à considérer comme banales. Le deuxième point, c'est malheureusement, la choline n'est pas spécifique du cancer de prostate. On montre sur ce dossier, patient qui avait eu dans une prostatectomie 4 ans auparavant, un PSA 0,6, donc indication de TEP choline. Le TEP choline n'a rien montré pour ce qui est du cancer de prostate. Donc le patient fait l'objet d'une irradiation de la loge de prostatectomie, ce qui est l'attitude la plus courante, puisqu'on fait alors la supposition que le site de récidive le plus probable est la loge de prostatectomie. En outre, cet examen a montré ce qui est indiqué ici avec la flèche, a montré donc cette lésion sigmoïdienne immédiatement au-dessus de la vessie. Ce patient a eu une coloscopie et donc il a confirmé cette lésion. Il a fait l'objet d'une résection rectosigmoïdienne avec donc confirmation d'une lésion petit p T3 N0. La choline n'a pas de spécificité vis-à-vis du cancer de prostate. C'est une idée qui est volontiers répandue. Donc on peut tout à fait, mais néanmoins, il faut toujours avoir en tête le fait d'identifier une éventuelle lésion. Et je pense que les lésions qu'on détecte le plus fréquemment, sont quand même les lésions digestives. En fait, on ne l'a pas dit en introduction, mais
la raison pour laquelle la tepcoline était développée, c'est pas pour sa spécificité de type tumoral, mais c'est simplement parce que on ne voit pas ou peu les cancers de prostate en TEP-FDG du fait de leur caractère le plus souvent plutôt bien différencié. Question qui se pose, on a vu le lien tout à l'heure entre la positivité des tepcolines et les valeurs de PSA. Et on pourrait se poser la question, quand on a des PSA très élevés, ça arrive de temps en temps qu'on a des patients avec des PSA très élevés, mais on ne comprend pas des fois qu'on ne trouve rien, mais en fait c'est tout à fait possible. Ce sont simplement des patients qui pour le moment ne sécrètent, ne fabriquent pas de choline. Et dans le cas présent, le patient a été considéré comme un malade de mauvais pronostic du fait de cette valeur élevée, mais avec une tumeur qui reste probablement localisée. Un mot sur, on a dit que ce n'est pas une indication préférentielle, mais on nous demande des fois des tepcolines dans les bilans d'extension, notamment quand on a des valeurs de PSA franchement élevées, ce qui n'était pas vraiment le cas ici, ou dans des lésions avec des critères faisant supposer qu'elles sont de mauvais pronostic. Et là, on a trouvé chez ce patient une lésion osseuse. Vous voyez, ça fait au moins 3 dossiers qu'on voit, pourtant je ne les ai pas sélectionnés pour ça, avec des localisations au niveau du bassin, sachant que chez ces mêmes patients, il s'agissait de localisation osseuse unique. Donc on a vraiment, comme vous le savez sans doute, notamment en ceinture osseuse, des localisations préférentielles. Alors depuis maintenant un certain temps, alors ça dépend encore une fois des pays, en France on commence à avoir accès au PSMA, soit dans les essais cliniques, soit dans le dispositif d'utilisation temporaire d'utilisation. Vous voyez, le PSMA, c'est une molécule nettement plus grosse que notre molécule de choline, avec cette chélateur, cette espèce de cage ici, dans lequel on a le gallium pour les applications d'imagerie, ou éventuellement le lutécium ou l'actinium dans les applications de thérapie. Alors, il s'agit d'une glycoprotéine de membrane avec un processus d'internalisation après la fixation du ligand. Vous vous rappelez peut-être que pour les moins jeunes, ce prostacine qui avait été cet anticorps développé il y a quelques années, mais ça n'est pas de très bons résultats. Mais donc il s'agissait déjà de détecter ce PSMA. Actuellement, on utilise plutôt donc on a différentes sortes de PSMA entre eux. En fait, c'est pas le PSMA, le radiopharmaceutique, c'est ce qui va c'est le ligand qui va se lier au PSMA, et on utilise plutôt des ligands, des molécules inhibitrices. Un point qui est tout à fait important, au-delà du mécanisme de fixation, c'est le fait que qu'est-ce qui augmente l'expression de ce PSMA au niveau des membranes cellulaires? C'est la dédifférenciation, donc c'est un peu comme dans ce qu'on a rappelé tout à l'heure pour le MDG. Les maladies métastatiques expriment plus de PSMA, et les situations d'hormonorésistance également. Donc vous voyez que déjà c'est plutôt bien, puisqu'on a plus de chances de détecter quelque chose dans les situations où les choses vont le plus mal. Et ceci nous indique que le PSMA a vraiment une valeur, la fixation du PSMA a une valeur pronostique. Quel résultat? En gros, donc là j'ai repris une méta-analyse un peu ancienne, mais les choses ont peu changé. Et vous voyez, comme tout à l'heure avec la choline, le taux du PSMA, le taux de positivité pardon, de l'examen varie en fonction du taux de PSA, avec néanmoins des taux de positivité très différents, parce que vous voyez, entre 0 et 0,2, vous avez quand même
dans cette méta-analyse, 42% de positivité, ce qui est tout à fait important, et 95% lorsque vous avez un taux supérieur à 2 nanogrammes par ml. Des valeurs de sensibilité et spécificité tout à fait intéressantes par patient, à la fois par patient, c'est-à-dire les patients qu'on détecte comme positifs, entre guillemets, ou pas, ou par lésion, lésion par lésion. Alors, je vais quand même poser une question là-dessus, c'est en prenant ces taux de sensibilité, spécificité, qu'est-ce qu'on pense comme ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux paramètres? Donc au premier abord, on dit ben, c'est très bien, on détecte une bonne sensibilité, très bonne sensibilité, ça veut dire qu'on va détecter, on va bien détecter nos lésions et on a une très bonne spécificité, c'est-à-dire qu'on sera sûr que ces lésions sont bien des lésions de cancer. Alors, pour ce qui est de la sensibilité, donc globalement, ça signifie, je dis peu pertinent, mais au-delà, ça signifie même pas grand-chose. Alors, pourquoi? Simplement parce que dans ces études, on va tester le PSMA ou autre chose. Le PSMA actuellement étant considéré, pour l'instant, on n'a pas mieux pour identifier nos lésions dans ces cancers de la prostate. Donc, en fait, si vous prenez une étude, si vous prenez un patient, donc le principe, c'est de comparer les résultats du PSMA avec le résultat de l'ensemble, c'est-à-dire on regarde les lésions qui ont été, si par exemple on a fait un PSMA plus une scintigraphie osseuse, plus une IRM, on va additionner toutes ces lésions, puis on va regarder ce qui a été identifié par le PSMA. Donc, si vous avez 10 lésions identifiées par la somme des examens, 8 lésions identifiées par le PSMA, ça vous fait une sensibilité de 80%. Mais si ça se trouve, on a loupé 18 autres lésions, ce qui changerait complètement les choses. Donc, on est coincé parce qu'en fait, l'outil, on n'y peut rien, mais on peut difficilement faire autre chose que tester l'outil en le comparant paradoxalement en partie par rapport à lui-même. Et pour ce qui est de la spécificité, le problème, c'est, alors on va en redire un mot de la spécificité dans un instant, mais dans ces études, en fait, on a, comme vous le savez sans doute, c'est très difficile d'avoir la preuve. C'est très difficile parce qu'on ne va pas biopsier des lésions qui le plus souvent ne sont pas bien sûr sous-cutanées, sont des lésions profondes. Et voilà. Mais là, c'est un simple commentaire qui sont sont les limites intrinsèques de ces situations qui sont en fait, dès qu'on parle de bilan d'extension, communes aux explorations de médecine nucléaire et à la radiologie conventionnelle. Alors ici, dans cette comparaison avec la colline, vous voyez, on a raisonné en termes plutôt de taux de détection avec, vous voyez, le gallium PSMA qui détecte plus de lésions chez plus de patients. On a quand même 5 patients sur, je ne sais pas le nombre total, qui ont été négatifs en colline et en PSMA. Par contre, toutes les lésions positives en colline sont positives en PSMA, en tout cas dans cette étude. Alors, l'élément, on va dire, nouveau avec ce PSMA par rapport au TEP-choline, au-delà de ces taux de détection manifestement meilleurs, c'est qu'on peut voir, c'est d'une part qu'on voit des petites choses, c'est ce que vous voyez sur cet exemple, d'une part, et d'autre part qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, ou en tout cas on ne cherchait pas, des localisations hautes, typiquement susclaviculaires ici. Alors ce n'est pas la localisation la plus fréquente, mais ce sont des choses qu'on voit en TEP-PSMA. Ici vous avez un exemple de patient traité par curithérapie, un PSA 2.7, un TEP-choline en haut, donc vous voyez que là on voit les grains, un TEP-choline négatif et 2 lésions
en tête PSMA. Donc c'est des situations typiquement fréquentes ici où en fait on voit nettement mieux ces lésions ganglionnaires lombo-aortiques en TEP PSMA sur la ligne du bas qu'en TEP colline. De même que cette lésion osseuse lombaire ici qu'on voit même en négatif en TEP colline. Alors, donc ça c'est tout à fait, lorsqu'on en est là, on se dit on est très satisfait puisque on voit des choses qu'on ne voyait pas. Donc on va plus souvent être contributif chez ces patients en situation de récidive. Alors un problème qui, entre guillemets, qui surgit finalement, qu'on a vu pour notre part surgir à ce moment-là, c'est lorsque la tendance de nos correspondants lorsqu'ils reçoivent ces résultats, en fait, c'est de se retourner vers l'imagerie conventionnelle, c'est-à-dire d'aller voir leurs confrères et leur dire est-ce qu'on ne peut pas reprendre les examens rétrospectivement ou refaire un nouvel examen, refaire une nouvelle IRM, refaire un nouveau scanner pour voir ce qu'il en est. Et en fait, assez régulièrement, la conclusion, c'est que le radiologue il dit il n'y a rien. Et comme ça fait partie de la culture de dire un ganglion, pour qu'il soit positif, entre guillemets, il faut qu'il fasse telle dimension. Si on ne le voit pas, c'est qu'il n'y a rien. Donc on se retrouve dans ces situations comme ici ou comme encore dans cet autre cas. Vous voyez que vous avez un certain nombre de lésions. Alors malheureusement, les copies d'écran avec le scanner, c'est de mauvaise qualité, mais vous avez, vous êtes obligé de me croire, ces lésions en TEP et SMA correspondent à des choses, mais qui sont très petites comme ici. Et forcément, scanographiquement, un petit ganglion comme ça, c'est négligeable. Voilà. Donc on espère que, et malheureusement, on n'a pas l'opportunité, bien sûr, on ne va pas aller biopsier des ganglions, parfois c'est même infaisable. Donc la seule chose qui reste, c'est l'évolution de ces patients qui permettra de montrer que c'est là qu'ils ont évolué, à condition bien sûr, mais malheureusement ces patients, on va mettre un traitement en route, donc heureusement pour eux, mais malheureusement pour nous, et on ne saura jamais. Voilà, donc on a de la communication à faire. Concernant la spécificité du PSMA, on avait parlé pour la colline. Alors, 3 affirmations. La première, c'est comme son nom l'indique, c'est prostate spécifique, membrane antigène, donc c'est spécifique du tissu prostatique, ce que tout le monde communément considère. Deuxième affirmation, il existe effectivement du PSMA sur d'autres tissus que classiquement sur le rein par exemple, sur d'autres tissus, mais en pratique ça pose pas de problème puisqu'en fait il n'y a que les lésions liées à la prostate qui accumulent vraiment ce PSMA. Et enfin, le troisième item un peu provocateur, c'est le PSMA n'est spécifique de rien du tout. Alors, la réponse, c'est j'ai retenu que le troisième item comme vrai, même s'il est peut-être un petit peu abrupt. Donc le PSMA est effectivement présent dans de nombreux tissus, globalement dans les autres néoplasies. Donc comme pour la colline, c'est pas le PSMA qui permettra, c'est pas le PSMA seul qui permettra, la fixation du PSMA seul qui permettra de trancher. L'intestin grêle, bon ça c'est pas trop gênant, les glandes salivaires non plus, mais également tout ce qui est inflammatoire. Et là un tableau que j'ai retrouvé avec, vous voyez, toutes différentes affections osseuses, des problèmes vasculaires, sarcoïdose, tuberculose, etc. Les lésions tumorales bénignes, en gros tout peut fixer le PSMA. Alors j'ai mis en dessous quid de la courbe d'apprentissage. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est une difficulté, c'est-à-dire cette constatation ne doit pas nous faire conclure que finalement ça ne sert à rien, puisque
on ne sera jamais capable de faire la différence entre la prostate et autre chose, mais il faut se poser la question de savoir comment on peut progresser, parce que je pense qu'individuellement, quelqu'un qui va faire sa courbe d'apprentissage individuellement, il ne s'en sortira jamais, parce qu'il faudrait faire ça pendant 50 ans tous les jours pour avoir de l'expérience, pour être capable de reconnaître toutes ces lésions. Hein. Et le risque, c'est de diagnostiquer à tort des lésions comme de nature prostatique, enfin des faux positifs, plutôt des vrais positifs d'autres affections. Un autre point qui est à souligner, que j'estime important, apparu entre guillemets avec le PSMA par rapport à la colline, donc qui est illustré ici. Donc vous voyez qu'il y a la colline en haut avec le scanner à droite qui montre un tout petit ganglion. On devine vaguement sur la colline, et en bas un ganglion qu'on voit en PSMA parfaitement bien. Donc l'idée, ce que j'ai appelé robustesse, reproductibilité, l'idée c'est quand vous montrez l'examen du haut, donc ça c'est une situation vraiment vécue, parce que les examens, on se les montre, surtout quand on ne sait pas trop quoi dire. L'image du haut, en fait, vous la montrez à 3 personnes, vous aurez 3 avis différents. Un qui va dire quelque chose, l'autre qui va dire qu'il n'y a rien, et le troisième va dire qu'il ne sait pas. Et la ligne du bas, alors après vous pouvez discuter de dire est-ce que c'est vraiment des cellules de cancer de prostate, comme on a vu tout à l'heure, mais bon, il y a quand même beaucoup de chance à cet endroit-là. Mais ce qui est sûr, c'est que cette image, elle ne pose aucun problème de détection. C'est-à-dire, vous la montrez à 10 personnes, il y en a 10 qui vous diront qu'elle existe. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un gros point faible du TEP choline, cette absence de robustesse, cette absence de critères de diagnostic tout à fait clair, qui fait que les grandes variabilités dans les comptes rendus d'une fois à l'autre, d'un médecin à l'autre. Et ça, je crois que c'est pas. Déjà, ça prouve que notre examen n'est pas très pertinent. Et puis, ça entraîne un manque de confiance chez nos correspondants qui, ils savent qu'on peut se tromper, mais on a besoin quand même assez régulièrement de dire des choses un peu tranchées. C'est ce qu'on retrouvait un peu sur ce tableau avec c'est une étude qui comparait la reproductibilité de lecture des examens dans différents groupes avec en imagerie TEP, en imagerie TEP IRM, avec des reproductibilités qui étaient tout à fait intéressantes, améliorées d'ailleurs par le couplage avec l'IRM. Lésions osseuses, alors pourquoi parler? Alors on l'a vu jusqu'à maintenant dans les exemples qu'on a montrés, on trouve les localisations sont essentiellement, et c'est ce qu'on voit dans la grande majorité des cas, essentiellement ganglionnaires et osseuses. On trouve rarement des localisations hépatiques, on trouve rarement des localisations pulmonaires. Et notamment, non pas parce que les examens ne puissent pas être détectés, mais parce qu'on est en principe dans des valeurs de PSA relativement basses. Et voilà. Concernant les lésions osseuses, le point intéressant qui est concernant les ligands du PSMA, c'est que on voit, c'est l'impression générale, et c'est ce qu'on trouve par exemple dans cet article, qu'on a des examens positifs sur le plan osseux qui montrent des lésions osseuses pour des valeurs de PSA relativement basses. Vous voyez dans cette étude, il y avait 20% de localisation, 20% de patients avec des localisations osseuses pour des taux de PSA inférieurs à 5, ce qui est beaucoup, même si on a vu tout à l'heure que c'était possible, mais 20% c'est beaucoup. Donc, l'autre point intéressant, donc ça c'est des choses qui sont un peu en devenir. Vous voyez l'image du haut, donc une lésion osseuse. On a des fois ces lésions osseuses de petite taille avec
rien du tout en regard. Bon, quand on a une petite lésion sur le scanner en regard, ça permet un peu de confirmer, mais quand il n'y a rien en regard sur un examen nouveau, vous pouvez toujours vous demander si c'est pas artefactuel ou si c'est pas autre chose. Et dans le cas présent, donc il était expliqué que la lésion avait été biopsiée, qu'on avait confirmé le diagnostic. Ça, c'est une image personnelle, d'une image d'un patient avec un PSA 1,6. Donc, vous voyez encore une fois qu'il n'est pas très élevé. Donc, le dogme du 10, pour la scintille osseuse, n'est pas forcément une bonne valeur. Là, pareil, le correspondant s'est retourné vers le radiologue qui a refait une IRM, mais qui dit quand même que ça ressemble tout à fait à une métastase, et d'autant que cette lésion n'existait pas sur l'examen précédent. Donc, cet élément va être tout à fait intéressant à observer, les taux de détection des lésions osseuses avec le PSMA. Pour les valeurs de PSA basse. Classiquement, donc plus que classiquement, le PSMA est plus sensible que la choline. Est-ce que c'est toujours vrai? Non. Là, vous avez un cas, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de lésions en TEP choline et rien du tout en TEP PSMA. 5 à 10% des cancers de prostate n'expriment pas le PSMA. Et voilà. Et pour le savoir, il faut faire l'examen. Un aspect dans lequel nos explorations sont importantes, c'est le problème de ce qui est décrit sous le terme de maladie oligométastatique. Maladie oligométastatique, ouais, c'est une maladie observée chez les patients qui ont peu de métastases, quelques métastases. Alors, ça veut dire quoi? Quelques, il y a plusieurs définitions en fonction de nombre, chacune avec un nombre différent, mais en gros, c'est 3 métastases, 4, 5 métastases. Voilà. L'idée, c'est que cette situation est très différente de la situation de patients vraiment métastatiques dans son potentiel évolutif et dans le fait que ces patients pourront potentiellement être traités localement avec la radiothérapie, notamment du fait des progrès en radiothérapie avec ces radiothérapies stéréotoxiques et stéréotaxiques. On pourra, donc les gestes, on l'a mentionné tout à l'heure, la radiothérapie, la radiologie interventionnelle et la chirurgie. L'idée, c'est de pouvoir traiter ces différentes lésions sans mettre en œuvre un traitement par voie systémique, notamment à visée anti-androgène. Alors, là, on est ce papier sur le PSMA là-dedans, dans cette maladie oligométastatique. Donc, on a pris des patients qui avaient une prostatectomie radicale ou une radiothérapie et qui font une rechute biologique. On a choisi dans ces patients, donc ces patients ont eu un bilan conventionnel tel qu'il était fait auparavant, scanner, scintigraphie osseuse. Et on a choisi dans ces patients ceux qui n'avaient soit pas de lésion, soit qui étaient considérés comme ayant une maladie oligométastatique. Ces patients, on leur a fait un TEP PSMA. Et c'est là que c'est intéressant. Sur les 199 patients chez qui on a un bilan négatif, bilan conventionnel, image négatif, 148, ce qui est énorme, ont un bilan positif, dont 113 oligométastatiques. Donc ça veut dire que les autres sont polymétastatiques. Si maintenant on prend les patients qui étaient déjà oligométastatiques sur le bilan conventionnel, on s'aperçoit en fait, on retrouve 19, bon, ce qui est normal, 19 patients oligométastatiques, mais on retrouve en fait globalement plus de patients, 19 et 16 c'est plus que 39, et on retrouve 16 patients polymétastatiques. Alors
le souci, c'est qu'on détecte plus de lésions, ça correspond à ce qu'on a dit, jusqu'à maintenant. Mais un des soucis, c'est que c'est dans les essais cliniques qui servent à définir si les différentes drogues, différentes molécules fonctionnent et définir la population de patients chez qui ils doivent être prescrits. Dans ces études, ben, on a pratiqué ces examens et typiquement on se retrouve dans des situations où finalement comment dire, les limites d'utilisation de ces molécules correspondent pas vraiment à la réalité, puisque la réalité en fait était sous-estimée par le fait qu'on n'a pas utilisé le TEP-PSMA. Voilà. Donc l'idée, c'est que l'extension de la maladie, c'est bien sûr la maladie, mais ça dépend beaucoup et vraiment plus que ce qu'on pensait vraiment. Parce que lorsque les gens faisaient des études, ils ne se posaient pas la question ils n'imaginaient pas qu'ils sous-estimaient la réalité, mais ça dépend beaucoup de l'outil avec lequel on estime la maladie. Un autre point concernant le PSMA, c'est que la positivité des examens peut être altérée par les traitements par ailleurs en cours, notamment les anti-androgènes. Vous voyez, on a dans un certain nombre de patients comparé avant et après traitement anti-androgène, c'est-à-dire avant et sous traitement anti-androgène. Et ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'on peut se dire sur un traitement qui inhibe les cellules tumorales, logiquement, on devrait moins les voir. Vous voyez que c'est le contraire. Donc bien sûr, tout ça est assez compliqué, sera développé par la suite. Donc finalement, concernant le PSMA, est-ce qu'il a, là j'ai mis d'emblée la réponse, mais une valeur pronostique, oui, on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est lié au caractère métastatique, etc., la lésion. Valeur diagnostique, bien sûr. Évaluation de la réponse au traitement, eh bien non. Et ça, c'est un problème, puisqu'en fait, on peut se retrouver dans des situations où le traitement altère le mécanisme de fixation du ligand sur le PSMA, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, et pour autant, les cellules tumorales sont toujours viables. Caractérisation, eh bien, pas vraiment, puisqu'on a dit que énormément de choses peuvent présenter du PSMA, et donc c'est pas le bon examen pour ça. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est la thérapie, même si c'est un peu loin du quotidien de la plupart d'entre nous. L'idée, donc, c'est d'utiliser le même ligand, dans le cas présent, dans ce PSMA-HBL, couplé soit avec un radioélément émetteur bêta, donc le cas présent du gallium-108, pour faire de l'imagerie TEP, soit un radioélément émetteur bêta- ou émetteur alpha pour faire de la thérapie. Voilà. Et l'idée étant, donc cette notion de théragnostic, c'est la possibilité de prédire avec l'imagerie TEP les sites de fixation de la thérapie, savoir est-ce que ça, en gros, ça a marché ou pas, et de pouvoir éventuellement également faire de la dosimétrie. Donc, rapidement, donc c'est des traitements qui comprennent plusieurs cycles de traitement, comme la chimiothérapie. Globalement, ce sont des traitements qui sont bien tolérés, avec à la fois donc des réponses sur la symptomatologie, notamment sur la douleur, et des taux de survie tout à fait intéressants. Vous voyez ici, on en dira un mot dans un instant. Là encore, vous voyez donc, le principe, un peu comme en chimiothérapie, avec des examens de réévaluation. Cette image correspond à une image de l'année, donc en 2018. Il s'agit d'une sélection de 8 patients sur une population de 30.
c'est-à-dire qu'on a pris les patients les plus intéressants, mais c'est quand même 8 sur 30, c'est bien, c'est pas rare. Et vous voyez que pour chaque patient, on a fait avant et après les différents cycles de traitement. En rouge, on a en fait ce qui correspond à la maladie métastatique. Vous voyez ici essentiellement osseuse, ganglionnaire et également hépatique dans ce cas-là. Et à chaque fois, on a avant-après traitement. Vous voyez une réponse spectaculaire. Et puis également vis-à-vis des taux de PSA, donc avec des réponses dans certains cas quasi complètes. Ici, vous avez le couplage de deux types de radiopharmaceutiques, le lutécium PSMA et l'actinium 225 PSMA. Dans le cas présent, avec un échec du lutécium PSMA, avec une maladie qui est plutôt en progression et une excellente réponse au traitement avec les particules alpha. Et on peut penser que ceci devrait être déterminé qu'en fonction des patients, en fonction du type de lésion, de la répartition de ces lésions, de la taille de ces lésions, il faut envisager d'utiliser plutôt l'un, plutôt l'autre, peut-être un cocktail des deux. Voici, donc là, alors on peut se dire, peut-être qu'on a des réponses spectaculaires, mais que les gens récidivent et que ça ne change pas grand-chose sur la survie. Manifestement, ça change les choses. Vous voyez cette autre étude avec une médiane de survie de 60 semaines, c'est-à-dire 2 fois plus qu'une série historique ça s'appelle Best Supportive Care, c'est-à-dire ce qu'il y avait de mieux comme traitement historiquement avant l'existence du lutécium PSMA. Alors un peu en conclusion, donc on a vu clairement que pour cette situation de récidive occulte qui est extrêmement fréquente, le gallium PSMA est très supérieur à la choline, et notamment dans la définition de ce qui intéresse maintenant beaucoup les oncologues et les urologues, cette notion de maladie oligométastatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le progrès des différentes approches, notamment en radiothérapie, en radiologie interventionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour repousser la mise en œuvre de traitements par voie générale. On a vu que c'était, donc ce PSMA est extrêmement intéressant, mais on a vu qu'on a très probablement besoin de critères et d'enseignements pour améliorer l'expertise pour qu'on utilise vraiment correctement ce radiopharmaceutique. Bilan d'extension, évaluation des traitements, donc c'est probablement d'autres choses qui vont se développer, mais ce n'est pas le point le plus important actuellement. Puis la radiothérapie, on vient d'en parler, c'est vraiment un domaine qui est le deuxième domaine d'efficacité avérée de la radiothérapie interne vectorisée après le Lutathera et tumeur neuroendocrine, avec bien sûr des obstacles logistiques, financiers très importants, mais donc actuellement réservé pour les pays qui utilisent comme l'Allemagne une situation purement métastatique, mais on pourrait imaginer une place de ce traitement dans les situations à nouveau, donc en adjuvant, entre guillemets, dans les situations oligométastatiques. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis je répondrai volontiers à vos questions.